Ma fille m'a dit « Je t'aime, maman », et a oublié de raccrocher le téléphone. Ce que j'ai entendu ensuite m'a complètement glacé le sang. La voix de mon gendre, Kevin, est parvenue clairement. Elle tombe vraiment dans le panneau. Les pilules font effet. Bientôt, elle ne se souviendra même plus où elle a caché l'argent. Mon corps s'est figé. J'ai laissé tomber le téléphone, les mains tremblantes. Il planifiait de me voler tout ce que j'avais, en utilisant ma propre fille comme complice. Je m'appelle Eleanor. J'ai 73 ans. Et à ce moment-là, j'ai compris que la démence dont je pensais souffrir n'était pas réelle. Ils m'empoisonnaient lentement, me faisant croire que je perdais la mémoire pour justifier le vol des économies de toute ma vie. Mais ils ont fait une erreur fatale. Ils ont sous-estimé une femme qui avait survécu à la pauvreté, au veuvage et aux trahisons familiales pendant des décennies. Cette matinée avait commencé comme n'importe quelle autre. J'ai préparé mon café dans la cuisine couleur crème dont les murs avaient été peints par mon mari il y a 40 ans. Les rayons du soleil entraient par la fenêtre, illuminant les photographies de famille accrochées au buffet en bois. Des photos de Chloé petite fille, souriant dans ses robes rouges lors des fêtes de l'école. Des photos de notre mariage, des anniversaires, des Noëls heureux. Tout n'était qu'un mensonge. Maintenant, Chloé avait appelé comme tous les mardis, prenant des nouvelles de ma santé, me disant de prendre les vitamines que Kevin m'avait procurées. Ces maudites pilules qui me rendaient confuse, étourdie, oublieuse. C'est pour ton âge, maman, me disait-elle d'une voix douce. Elles t'aideront avec ta mémoire. Comme j'ai été naïf de la croire. Depuis des mois, je remarquais que mon esprit s'embrumait après avoir pris ces pilules. Je perdais mes clés, j'oubliais des noms, je peinais à me souvenir de conversations récentes. Chloé et Kevin insistaient sur le fait que c'était normal, que cela faisait partie du vieillissement. Ils ont même suggéré que j'avais peut-être besoin d'aide pour gérer mes finances, qu'ils pourraient s'occuper de mes comptes bancaires. L'appel s'était terminé par notre rituel habituel. « Je t'aime, maman », a dit Chloé de cette voix que je savais maintenant être une comédie. « Je t'aime aussi, ma chérie », ai-je répondu, sentant cette chaleur dans ma poitrine que seule une mère peut ressentir. Mais elle n'a pas raccroché. La ligne est restée connectée et, pour une raison quelconque, je ne l'ai pas remarqué tout de suite. Je rangeais les tasses à café quand j'ai entendu des voix lointaines. Au début, j'ai pensé qu'elles venaient de la télévision, mais j'ai ensuite réalisé qu'elles provenaient du téléphone que j'avais laissé sur la table. Je me suis approché à pas de loup, mon cœur battant de plus en plus vite. « Tu crois qu'elle se doute de quelque chose ?» C'était la voix de Chloé, mais différente, froide, calculatrice. « Ne sois pas paranoïaque », a répondu Kevin sur ce ton arrogant qui m'avait toujours dérangé. Les pilules fonctionnent parfaitement. Elle est de plus en plus confuse chaque jour. Mes jambes se sont mises à trembler. Je me suis agrippé au dossier d'une chaise, essayant de comprendre ce que j'entendais. Ma propre fille, l'enfant que j'avais élevé avec tant d'amour et de sacrifice, parlait de me droguer comme si j'étais une expérience. Et si quelqu'un le remarque? Les voisins pourraient se méfier, a insisté Chloé. Je l'ai entendu marcher, ses talons claquant sur le sol. Personne ne se doutera de rien, l'a rassuré Kevin. Une vieille femme qui développe une démence, c'est la chose la plus normale au monde. Et quand elle ne se souviendra plus où elle a caché l'argent, nous aurons le pouvoir légal sur ses finances. C'est à ce moment-là que j'ai laissé tomber le téléphone. Le bruit de l'appareil heurtant le carrelage a résonné dans la cuisine. L'appel s'est coupé immédiatement. Je suis resté là, à fixer le téléphone par terre comme si c'était un serpent venimeux. Tout prenait sens maintenant. Les visites constantes, les questions sur mes économies, l'insistance sur les vitamines, les commentaires sur ma prétendue confusion mentale. Je ne perdais pas la mémoire à cause de la vieillesse. J'étais systématiquement empoisonné pour qu'ils puissent voler la vie que j'avais construite avec tant d'efforts. Je me suis assise sur le sol de la cuisine, à côté du téléphone cassé, et pour la première fois depuis des mois, mon esprit était complètement clair. La rage qui a déferlé dans mes veines a été comme un réveil. Ce n'était pas la démence. Je ne perdais pas la tête. C'était du poison. Du poison administré par les deux personnes en qui j'avais le plus confiance en ce monde. J'ai ramassé le téléphone avec des mains qui ne tremblaient plus. L'écran était fissuré, mais il fonctionnait encore, tout comme moi. Endommagé à l'extérieur, mais avec toute ma force intérieure intacte. Je me suis levé lentement,
sentant chaque muscle de mon corps se tendre avec une détermination que je n'avais pas ressentie depuis des années. S'il voulait jouer un sale jeu, j'allais leur apprendre ce qu'une femme de 73 ans pouvait faire quand on la sous-estimait. Je suis allé dans ma chambre et me suis assise devant la coiffeuse qui avait appartenu à ma mère. Mon reflet me fixait, une femme fatiguée aux cheveux gris en désordre et aux rides qui semblaient plus profondes que la semaine dernière. Mais mes yeux, ces yeux bruns que mon mari disait étinceler comme des étoiles, brûlaient maintenant d'une flamme que je croyais éteinte. J'ai ouvert le tiroir supérieur de la coiffeuse et j'ai sorti mon carnet d'adresses, ce vieux livre en cuir usé où je gardais tous mes numéros importants. J'ai cherché le numéro de Betty, ma voisine d'en face, la seule personne en qui je savais pouvoir avoir une confiance absolue. Betty avait été ma confidente pendant des années, la femme qui m'avait soutenu aux funérailles de mon mari et qui avait toujours une tasse de thé prête quand j'avais besoin de me confier. Je l'ai appelée sans une seconde d'hésitation. Sa voix a répondu à la deuxième sonnerie. « Allô, Eleanor. Comment vas-tu, ma chère ?» Son ton chaleureux contrastait si vivement avec la froideur que je venais d'entendre de ma propre fille. « Betty, j'ai besoin que tu viennes. C'est urgent. Et s'il te plaît, ne dis à personne que tu es ici. » Il y a eu une pause. Betty connaissait assez bien ma voix pour savoir quand quelque chose n'allait vraiment pas. « J'arrive tout de suite », a-t-elle dit sans poser de questions. Pendant que j'attendais, je suis allé à mon placard et j'ai descendu la boîte à chaussures que je gardais sur l'étagère du haut. À l'intérieur se trouvaient tous mes documents importants, le titre de propriété de la maison, les certificats bancaires, mon testament, les polices d'assurance. Il y avait aussi mon journal personnel où, pendant des années, j'avais noté tout ce que je considérais comme important, les dates, les conversations, les frais médicaux. Tout était là, documenté de mon écriture soignée. J'ai feuilleté les pages jusqu'à atteindre les derniers mois. Il y avait les notes sur mes prétendus épisodes de confusion. 15 mars, Chloé dit que j'ai oublié d'éteindre la cuisinière. Je ne me souviens pas avoir cuisiné. 22 mars, Kevin a trouvé mes clés dans le réfrigérateur. Comment sont-elles arrivées là? 3 avril, je ne me souvenais plus du nom de la dame à la banque. Chloé a dû m'aider. Chaque entrée apportait plus de clarté. Tous ces épisodes s'étaient produits après que j'ai pris les vitamines. Les jours où je sautais les pilules, pour une raison ou une autre, mon esprit fonctionnait parfaitement. C'était si évident maintenant que je me sentais stupide de ne pas l'avoir remarqué plus tôt. La sonnette a retenti et je me suis précipité pour ouvrir. Betty se tenait sur mon seuil, vêtue de sa robe vert olive et avec une expression de réelle inquiétude. « Eleanor, tu as une mine affreuse. Que s'est-il passé ?» Elle est entrée et j'ai refermé la porte avec plus de force que nécessaire. « Assieds-toi, lui ai-je dit. Ce que je vais te raconter va te paraître incroyable, mais j'ai besoin que tu me croies. » Je lui ai tout raconté. L'appel téléphonique qui n'avait pas été déconnecté. Les voix de Chloé et Kevin, les pilules, les épisodes de confusion, tout. Betty a écouté sans m'interrompre, mais j'ai vu ses yeux s'écarquiller à chaque détail. Quand j'ai eu fini, elle est restée assise en silence pendant plusieurs minutes, traitant l'information. « Mon Dieu, Eleanor », a-t-elle finalement murmuré. C'est de la maltraitance des personnes âgées. C'est un crime fédéral. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Un crime fédéral. Ma propre fille commettait un crime fédéral contre moi. « Tu as les pilules ?» a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête et suis allé chercher le flacon dans la salle de bain. Betty a examiné les petites pilules blanches. « Ça ne ressemble pas à des vitamines normales », a-t-elle dit en fronçant les sourcils. « Nous devons les faire analyser. » Elle m'a regardé droit dans les yeux. « Que veux-tu faire, Eleanor ? Nous pouvons aller à la police tout de suite. »« Non », ai-je dit fermement. « Pas encore. » La surprise s'est inscrite sur son visage. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, pour planifier. Si je vais à la police maintenant, ce sera ma parole contre la leur. Et après des mois où ils ont monté cette histoire que j'ai la démence, qui va me croire ? » Betty a hoché la tête lentement, comprenant mon point de vue. « Alors, quel est ton plan ? » Je me suis levé et me suis dirigé vers la fenêtre qui donnait sur le jardin. Les roses que mon mari avait plantées étaient toujours en fleurs, défiant le passage du temps. « Je vais jouer leur jeu », ai-je dit sans me retourner. Ils vont penser que je prends toujours leurs pilules, que je perds toujours la mémoire, mais en réalité, je vais tout documenter. Chaque conversation, chaque visite,
chaque tentative de me manipuler. C'est dangereux, Eleanor. Ce qui est plus dangereux, c'est de les laisser s'en tirer. Je me suis retourné pour lui faire face. J'ai travaillé toute ma vie pour ces économies. J'ai nettoyé des maisons. J'ai vendu de la nourriture. J'ai gardé des enfants. J'ai tout fait pour assurer mon avenir. Je ne vais pas laisser deux parasites voler ce qui m'a pris des décennies à construire. Cet après-midi-là, après le départ de Betty, qui m'avait promis de m'aider de toutes les manières possibles, je me suis assise pour élaborer un plan. Si Chloé et Kevin voulaient jouer au chat et à la souris, j'allais leur offrir le spectacle de leur vie. Mais ils ne savaient pas que la souris avait découvert tous les pièges. J'ai caché les pilules dans un endroit sur où je pouvais toujours les sortir du flacon, mais sans les avaler. Chaque matin, je ferais semblant d'en prendre une, puis je la recracherais quand personne ne regardait. J'agirais de manière confuse aux moments opportuns, mais je garderais l'esprit vif pour observer et planifier. Mon téléphone a sonné. C'était Chloé. « Salut, maman. Comment te sens-tu » Sa fausse voix me retournait l'estomac, mais j'ai forcé un sourire qui s'est entendu dans mon ton. « Bonjour, ma chérie. Un peu fatigué, mais ça va. Je viens de prendre mes vitamines. »« Parfait, maman. Je t'aime tellement. » Quand j'ai raccroché, j'ai murmuré pour moi-même, « Je t'aimais aussi, Chloé. » Mais c'est fini maintenant. Les jours suivants ont été les plus difficiles de ma vie. Devoir feindre la démence devant ma propre fille a exigé une force que je ne savais pas posséder. Chaque matin, lorsque Chloé arrivait avec son faux sourire et ses questions sur ma santé, je devais jouer le rôle de la vieille femme confuse qu'il croyait que j'étais. Mais à l'intérieur, mon esprit fonctionnait comme une machine, calculant chaque mouvement. Le mercredi matin, Chloé est arrivée plus tôt que d'habitude. Elle a apporté un sac en papier avec mon petit déjeuner préféré, des viennoiseries de la boulangerie du centre-ville. « Bonjour, maman » a-t-elle dit en m'embrassant sur le front. Je t'ai apporté une gâterie. Sa performance était impeccable. Si je n'avais pas entendu cette conversation téléphonique, j'aurais cru qu'elle était la fille la plus aimante du monde. Je me suis assise à la table de la cuisine pendant qu'elle préparait le café. « As-tu déjà pris tes vitamines » a-t-elle demandé comme chaque matin. « Quelles vitamines » ai-je répondu, en prenant l'expression perdue que j'avais pratiquée devant le miroir. J'ai vu ses yeux s'illuminer. Elle pensait que son plan fonctionnait encore mieux que prévu. « Celle dans ta salle de bain, maman. Celle qui aide avec ta mémoire. » Elle est allée à l'armoire à pharmacie et est revenue avec le flacon. « Tiens. » Elle m'a donné la pilule avec un verre d'eau, me regardant la mettre dans ma bouche. Je l'ai gardée sous ma langue jusqu'à ce qu'elle soit distraite en versant le café. Puis je l'ai recrachée dans ma serviette. « Maman, je dois te parler de quelque chose d'important » a-t-elle dit en s'asseyant en face de moi. Son ton avait changé. Il était devenu plus sérieux. « Kevin et moi avons parlé de ta situation. Nous pensons qu'il serait peut-être mieux que nous t'aidions avec tes finances, tu sais, pour que tu n'aies pas à t'inquiéter de payer les factures ou de traiter avec la banque. » Voilà, le premier vrai mouvement. J'ai maintenu mon expression confuse. Mes finances ? Mais je gère très bien mon argent. Maman, hier tu m'as dit que tu ne te souvenais plus si tu avais payé la facture d'électricité, et la semaine dernière tu ne trouvais plus ton chéquier. C'était un mensonge. Je ne lui avais jamais dit ça, mais elle construisait son récit. Je ne me souviens pas avoir dit ça, ai-je marmonné en me frottant les tempes comme si j'avais mal à la tête. Exactement, maman. C'est pour ça que tu as besoin d'aide. Ce n'est pas ta faute. C'est normal à ton âge. Sa main s'est posée sur la mienne. La main qui avait autrefois apaisé mes cauchemars d'enfant quand j'apaisais les siens. Maintenant, cette même main me mentait à chaque contact. Qu'est-ce que je devrais faire, ai-je demandé, en gardant ma voix petite et incertaine. Juste signer quelques papiers qui permettent à Kevin de gérer tes comptes. Il a étudié la comptabilité, tu te souviens? Il prendra très bien soin de toi. Kevin n'avait jamais étudié la comptabilité. Il vendait des assurances et avait à peine terminé le lycée. Mais j'ai joué le jeu, Kevin s'occupera de mon argent. Oui, maman. Et je superviserai tout. Nous sommes une famille. Nous ne te ferions jamais de mal. Chaque mot était comme un couteau dans ma poitrine. D'accord, ai-je dit finalement. Si vous pensez que c'est pour le mieux.
Je l'ai vue se détendre comme si elle avait gagné la première bataille. Cet après-midi-là, après son départ, j'ai appelé Betty. J'ai besoin de ton aide, lui ai-je dit. Ils viennent demain avec des papiers pour que je leur donne le contrôle de mes finances. Il y a eu un silence tendu à l'autre bout du fil. Et qu'est-ce que tu vas faire? Je vais les signer, ai-je répondu. Son cri de surprise m'a fait éloigner le téléphone de mon oreille. Éléanore, as-tu vraiment perdu la tête? Écoute-moi, ai-je dit fermement. Je vais signer, mais d'abord, je vais déplacer tout mon argent. Je vais vider mes comptes et en ouvrir de nouveaux dans une autre banque sous un nom légèrement différent. Quand ils auront accès à mes comptes d'origine, ils trouveront exactement 5 $. Le plan était parfait dans sa simplicité. Pendant des années, j'avais utilisé mon nom complet dans les banques, Éléanore Guadalupe Moral Hernandez. Mais sur mon acte de naissance, mon deuxième prénom était Guadalupe Marie, un détail que très peu de gens connaissaient. Je pouvais ouvrir de nouveaux comptes en utilisant cette variation légale de mon nom, et ils seraient techniquement toujours mes comptes légitimes. C'est brillant, a admis Betty après que je lui ai tout expliqué. Mais tu auras besoin d'aide pour déplacer autant d'argent sans qu'il se méfie. Elle avait raison. Mes économies étaient considérables. Des décennies de travail acharné, des polices d'assurance vie, la vente de propriétés que mon mari et moi avions achetées quand nous étions jeunes. Je ne pouvais pas tout déplacer d'un coup sans éveiller les soupçons. Connais-tu quelqu'un dans une banque qui puisse nous aider discrètement, ai-je demandé. Betty a réfléchi un instant. Mon neveu Marc est à la Banque nationale. C'est un gestionnaire de comptes privés. On pourrait lui faire confiance. Peux-tu l'appeler à la première heure demain matin? J'ai besoin de tout déplacer avant que Chloé et Kevin n'arrivent avec leurs papiers. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je me suis assise dans le fauteuil du salon, regardant les photos de famille accrochées aux murs orange du couloir. Il y avait une photo de Chloé à 15 ans, souriant dans sa robe verte à sa fête de Sweet 16. J'avais travaillé des heures supplémentaires pendant des mois pour pouvoir lui offrir cette fête. Une autre photo la montrait le jour de sa remise de diplôme universitaire, tenant fièrement son diplôme. J'avais vendu les bijoux de ma mère pour payer ses études. À quel moment était-elle devenue cette personne? Quand avait-elle décidé que voler sa propre mère était acceptable? J'ai essayé de me souvenir de signes, d'indices que quelque chose n'allait pas, mais je n'en ai trouvé aucun. Elle avait toujours été une fille apparemment aimante et attentionnée. Peut-être que le problème était Kevin. Je n'avais jamais aimé cet homme. Dès le premier jour où Chloé l'a présenté, quelque chose chez lui me mettait mal à l'aise. La façon dont il regardait ma maison, évaluant, calculant, les questions qu'il posait sur mes finances déguisées en préoccupations familiales, les commentaires sur la taille de la maison pour une seule personne. Tôt le jeudi, Betty est arrivée avec son neveu Marc. C'était un homme d'une quarantaine d'années, bien habillé, avec un sourire sincère qui me rappelait sa tante. « Madame Hernandez », a-t-il dit en me serrant la main. « Betty m'a expliqué votre situation. Ce qu'ils vous font est terrible, mais nous allons y remédier. » Marc avait apporté tous les documents nécessaires. En moins de 2 heures, il avait transféré tout mon argent sur de nouveaux comptes sous mon nom légal complet. Mes comptes d'origine étaient laissés pratiquement vides, avec juste assez pour couvrir les paiements automatiques du mois et éviter qu'ils ne soient fermés pour inactivité. Et s'il découvre les nouveaux comptes? Lui ai-je demandé. Impossible, m'a assuré Marc. Ils sont dans une banque complètement différente sous une variation légale de votre nom. Ils devraient engager un détective privé pour trouver ces comptes, et cela leur coûterait plus d'argent qu'ils n'en ont probablement. À 15 heures, Chloé est arrivé accompagné de Kevin. Il portait une mallette noire et ce faux sourire que je connaissais si bien. « Bonjour, belle maman », a-t-il dit en me faisant un baiser sur la joue. Son haleine sentait les cigares bon marché. « Comment vous sentez-vous aujourd'hui ?» Un peu confuse, ai-je répondu avec ma voix la plus fragile. Chloé a expliqué que vous allez m'aider avec mes affaires bancaires. Exactement, a dit Kevin en ouvrant sa mallette. Nous avons tous les documents ici. Ils sont très simples. Vous avez juste besoin de signer là où il y a les onglets jaunes. Les papiers étaient plus compliqués que Chloé ne me l'avait dit. Il ne leur donnait pas seulement le pouvoir sur mes finances. Il les nommait également comme mes héritiers principaux, contournant mes autres parents. Il y avait des clauses sur l'incapacité mentale qui leur permettraient de prendre des décisions médicales pour moi. C'était un document qui faisait de moi, en gros, leur prisonnière légale. C'est beaucoup de papier,
ai-je dit, en faisant semblant d'être submergé. Ça ne pourrait pas être plus simple. Maman, nous savons que c'est déroutant, a dit Chloé avec cette voix douce qui me donnait maintenant la nausée. Mais c'est nécessaire pour te protéger. Imagine si quelqu'un essayait de profiter de toi. L'ironie de ces paroles était presque comique. J'ai signé chaque document lentement, faisant trembler ma main comme si c'était difficile. Kevin observait chaque signature comme un faucon, s'assurant que c'était fait correctement. Parfait, a-t-il dit quand j'ai eu fini. Maintenant, vous n'avez plus à vous soucier de rien, belle maman. Nous nous occuperons de tout. Quand allez-vous commencer à gérer mes comptes, ai-je demandé. Nous allons à la banque demain matin, a répondu Kevin. Nous allons tout organiser pour que vos dépenses soient payées automatiquement et que votre argent soit en sécurité. En sécurité dans leur poche, ai-je pensé. Après leur départ, je me suis assise dans ma cuisine et, pour la première fois depuis des jours, j'ai souri d'un sourire sincère. Ils venaient de signer leur propre arrêt de mort financier. Demain, ils iraient à la banque plein d'attentes, pour découvrir qu'ils avaient obtenu l'accès à des comptes pratiquement vides. Mais ce n'était que la première étape. Je devais me préparer à leur réaction lorsqu'ils découvriraient qu'il n'y avait pas d'argent à voler. Et je savais que cette réaction n'allait pas être jolie. Le vendredi matin, je me suis réveillé avec une étrange sensation dans l'estomac. Je savais que l'appel arriverait à tout moment. Kevin et Chloé étaient allés à la banque en s'attendant à une fortune et avaient trouvé à la place des comptes presque vides. J'ai préparé un café et me suis assise près du téléphone, en attendant. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. À 10h30, mon téléphone a sonné avec une urgence qui m'a presque fait sursauter. C'était Chloé, mais sa voix n'avait plus la douceur feinte des derniers jours. Maman, où est ton argent? La question était directe. Pas de préambule, pas de salutation. Mon argent, ai-je répondu avec la même confusion que j'avais joué. Quel argent, ma chérie? L'argent sur tes comptes. Nous sommes allés à la banque et il n'y a que $3000 au total. Où est tout le reste? Sa voix montait, et je pouvais entendre Kevin parler furieusement en arrière-plan. Je ne sais pas de quoi tu parles, Chloé. C'est tout mon argent. J'ai gardé ma voix petite et confuse. Impossible. Tu avais beaucoup plus d'argent que ça. Qu'est-ce que tu en as fait? L'accusation dans sa voix m'a fait plus mal que prévu, même si je savais que cela faisait partie de ma comédie. Je ne me souviens pas avoir fait quoi que ce soit avec de l'argent, ai-je murmuré. Peut-être que je l'ai dépensé. Je ne me souviens plus bien des choses. J'ai entendu Kevin lui arracher le téléphone. Belle maman, c'est très sérieux. Nous avons besoin que vous réfléchissiez bien. N'avez-vous pas retiré d'argent récemment? N'avez-vous pas fait de virement? Je ne sais pas ce que sont les virements, ai-je menti. Je n'utilise l'argent que pour acheter de la nourriture et payer la facture d'électricité. Kevin a grogné de frustration. Nous arrivons, a-t-il dit avant de raccrocher. Ils sont arrivés en moins d'une heure, et je pouvais voir la tension sur leur visage en sortant de la voiture. Kevin avait ce regard furieux qui m'avait toujours donné des frissons, et Chloé semblait au bord des larmes. Mais ce n'était plus des larmes de tristesse, mais de frustration et de cupidité. Maman, assieds-toi, a ordonné Chloé dès leur entrée. Son ton était complètement différent. La prétention d'affection avait disparu. Nous devons parler sérieusement. Je me suis assise dans mon fauteuil préféré près de la fenêtre et j'ai gardé l'expression perdue que j'avais si bien pratiquée. Où est votre argent? A demandé Kevin, se plantant devant moi comme un interrogateur. Je vous l'ai déjà dit. À la banque. Il n'y a que $3000 à la banque. Vous en aviez plus de 500 000. Le chiffre m'a surprise. Ils avaient espionné mes finances plus que je ne le pensais. 500 000, ai-je répété, les yeux écarquillés. Je n'ai jamais eu autant d'argent. C'était un autre mensonge. Bien sûr, j'en avais bien plus que ça, mais ils n'avaient pas besoin de le savoir. Bien sûr que si, a crié Chloé. Nous l'avons vu. Vos relevés bancaires là. C'était la confirmation qu'ils avaient fouillé dans mes papiers derrière mon dos. Je ne me souviens pas, ai-je dit simplement. Peut-être qu'on m'a volé. Il y a beaucoup de voleurs par ici. L'ironie de mon commentaire n'a pas échappé à Kevin, qui a serré les poings. Personne ne vous a volé, a dit Kevin entre ses dents serrées. L'argent doit être quelque part. N'avez-vous pas d'autres comptes? Dans d'autres banques?
Je n'ai que le compte à la People's Bank, ai-je répondu. C'est le seul que j'ai jamais eu. Kevin a commencé à faire les 100 pas dans mon salon comme un animal en cage. Ça ne peut pas être. L'argent ne disparaît pas comme ça. Il s'est arrêté devant moi. N'avez-vous pas donné d'argent à quelqu'un? À un parent? À l'église. Je n'ai pas d'autres parents, ai-je dit avec une tristesse sincère. Et à l'église, je ne donne que mes $10 le dimanche. Chloé s'est affalée sur le canapé, la tête entre les mains. C'est un désastre, a-t-elle marmonné. Nous comptions sur cet argent. Ses paroles étaient un aveu. Elle confirmait qu'il n'avait jamais eu l'intention de prendre soin de moi ou de me protéger. Il voulait juste mon argent. Pourquoi aviez-vous besoin de mon argent, ai-je demandé avec une innocence feinte. Avez-vous des problèmes? Kevin et Chloé ont échangé un regard tendu. Ce ne sont pas des problèmes, a-t-il dit. C'est juste que... Nous avions fait des plans. Quel genre de plan, ai-je insisté. Je voulais qu'il continue à parler, qu'il révèle plus de plans pour l'avenir. Pour acheter une maison plus grande, pour l'entreprise de Kevin, a répondu Chloé vaguement. D'autres mensonges. S'ils avaient voulu mon argent pour quelque chose de légitime, ils me l'auraient demandé directement au lieu de me droguer et de me manipuler. Et qu'allez-vous faire maintenant, ai-je demandé. Kevin s'est approché de moi. Et pour la première fois, j'ai ressenti une peur réelle. Son expression avait changé. Elle était devenue plus agressive. Nous allons trouver cet argent, a-t-il dit à voix basse. Même si nous devons mettre cette maison sens dessus dessous. Vous allez fouiller ma maison. S'il le faut, oui, a répondu Chloé, et sa voix sonnait étrange, comme si ce n'était pas elle qui parlait. Maman, cet argent doit être quelque part. Peut-être que tu l'as caché quelque part et que tu ne t'en souviens pas, l'idée n'était pas farfelue. De nombreuses personnes âgées cachaient de l'argent liquide chez elles, se méfiant des banques. Vous pensez que j'ai de l'argent caché ici, ai-je demandé. Bien sûr, s'est exclamé Kevin. C'est pourquoi nous allons tout vérifier. Sans attendre ma permission, ils ont commencé à fouiller. Kevin est allé directement dans ma chambre pendant que Chloé fouillait dans la cuisine. Je pouvais les entendre déplacer des meubles, ouvrir des tiroirs, vérifier derrière les tableaux. C'était surréaliste de voir ma propre fille saccager ma maison, à la recherche d'un trésor qui n'existait pas. De ma chaise, j'ai vu Kevin sortir de ma chambre avec mes bijoux dans les mains. Ça vaut quelque chose, a-t-il crié à Chloé. C'étaient les bijoux que mon mari m'avait offerts au fil des ans. Des pièces qui avaient plus de valeur sentimentale que monétaire. Pas grand-chose, a-t-elle répondu sans même regarder. Et, ai-je protesté en me levant de ma chaise. Ce sont mes bijoux. Kevin m'a regardé avec mépris. Si vous n'avez pas d'argent, au moins ça peut servir à quelque chose. Il prévoyait de vendre mes bijoux de mariage, les seules choses qui me restaient de mon mari. Vous ne pouvez pas prendre mes affaires, ai-je dit, en essayant de paraître plus forte. Bien sûr que si, a répondu Chloé depuis la cuisine. Nous avons le pouvoir légal sur vous. Rappelez-vous, nous pouvons prendre toutes les décisions que nous jugeons les meilleures pour votre bien-être. Ils utilisaient les documents que j'avais signés la veille pour justifier un vol pur et simple. C'était brillant dans sa cruauté. Techniquement, ils avaient le droit légal de gérer mes biens, et j'avais si bien feint la démence que toute protestation de ma part pouvait être rejetée comme de la confusion sénile. Ils ont continué à chercher pendant 2 heures. Ils ont vérifié chaque recoin de la maison, déplacé tous les meubles, vidé chaque tiroir. Ils ont même soulevé quelques carreaux de sol, à la recherche d'un coffre-fort ou d'une cachette. Ils n'ont rien trouvé, bien sûr, car il n'y avait rien à trouver. Quand ils ont eu fini, ma maison ressemblait à une zone de guerre, les meubles déplacés, les tiroirs ouverts, les vêtements jetés par terre. Chloé transpirait, et les mains de Kevin étaient sales d'avoir fouillé. Il n'y a rien, a-t-il dit en s'essuyant les mains sur son pantalon. Et maintenant, a demandé Chloé. Sa frustration était palpable. Ils avaient compté sur mon argent pour quelque chose d'important, et maintenant ils se retrouvaient les mains vides. Il faut réfléchir, a répondu Kevin. L'argent n'a pas pu simplement disparaître. Il doit y avoir une explication. Ils sont partis cet après-midi-là sans dire au revoir, me laissant dans ma maison saccagée. Mais je me fichais du désordre. Ce qui m'importait, c'était la révélation de ce qu'ils étaient vraiment. Il n'y avait plus de doute,
plus de place pour l'espoir que tout n'était peut-être qu'un malentendu. Ma fille et son mari étaient des voleurs, et ils étaient prêts à détruire ma vie pour obtenir ce qu'ils voulaient. Cette nuit-là, en ramassant les morceaux de ma maison, j'ai appelé Betty. « Comment ça s'est passé ?» a-t-elle demandé. « Mieux que prévu », ai-je répondu. « Ils sont désespérés. Ils vont faire des erreurs. » « Quel genre d'erreur ? » ? Le genre d'erreur que les gens font quand ils sont désespérés pour de l'argent. Ils vont essayer quelque chose de plus radical. J'avais raison. Quand les gens avides n'obtiennent pas ce qu'ils veulent par la voie facile, ils recourent toujours à des méthodes plus extrêmes. Et quand cela arriverait, je serais prête. Les jours suivants ont été étrangement calmes. Chloé n'a pas appelé. Elle n'est pas venue. Elle n'a pas pris de mes nouvelles. C'était comme si elle avait complètement disparu de ma vie. Mais je savais que ce calme était trompeur. Je connaissais ma fille, et quand les choses n'allaient pas dans son sens, elle devenait imprévisible et dangereuse. Le mardi après-midi, alors que j'arrosais les plantes dans le jardin, j'ai vu une voiture inconnue garée devant ma maison. Un homme en costume gris en est sorti et s'est dirigé vers ma porte. Il avait un dossier à la main et l'expression sérieuse d'un avocat ou d'un fonctionnaire du gouvernement. Mon cœur s'est accéléré. « Madame Eleanor Morale ?» a-t-il demandé quand j'ai ouvert la porte. « Oui, c'est moi. Je suis le docteur Evans, un gériatre psychiatre. Votre fille m'a engagé pour effectuer une évaluation de votre capacité mentale. » Ces paroles m'ont frappé comme un seau d'eau froide. Chloé était passée à l'étape suivante. « Une évaluation ?» ai-je demandé, feignant la confusion. « Je ne comprends pas, c'est une routine, madame. Votre famille s'inquiète pour votre bien-être et veut s'assurer que vous recevez les soins appropriés. » Son sourire était professionnel mais froid. Il était clair qu'il ne faisait que son travail. « Puis-je entrer ?» a-t-il demandé. « Ce ne sera qu'une conversation. » Je n'avais pas le choix. Si je refusais, ce serait une preuve que quelque chose n'allait pas, bien sûr, ai-je dit en m'écartant. « Voulez-vous un café ?» Nous nous sommes assis dans le salon et il a ouvert son dossier. « Je vais vous poser quelques questions de base. » D'accord. J'ai hoché la tête, me préparant mentalement pour la performance la plus importante de ma vie. « Pouvez-vous me dire quel jour nous sommes aujourd'hui ? » Mardi, ai-je répondu. « Quelle est la date ? » Je ne suis pas sûr. Le 15. C'était le 18, mais je devais paraître confuse. Vous souvenez-vous de ce que vous avez pris au petit déjeuner aujourd'hui ? Je crois du café. Oui, du café. Mais je ne me souviens pas si j'ai mangé autre chose. Pouvez-vous me donner le nom du président actuel ? J'ai fait une pause, fronçant les sourcils comme si je luttais pour me souvenir. Obama, ai-je dit finalement. Il n'était plus président depuis des années, mais c'était le genre de confusion que quelqu'un atteint de démence aurait. Le médecin prenait constamment des notes. Gérez-vous vos propres finances ? Ma fille m'aide maintenant, ai-je répondu. C'est très difficile pour moi de me souvenir des chiffres. Vous souvenez-vous d'avoir signé des documents récemment ? Des documents ? Non. Enfin, peut-être. Chloé a apporté des papiers, mais je ne me souviens pas de ce qu'il disait. Il a continué avec d'autres questions. Ma date de naissance, le nom de mon défunt mari, mon adresse, mes médicaments. J'ai répondu à certaines correctement et à d'autres avec une confusion délibérée. C'était un équilibre délicat. Je devais paraître mentalement diminuée, mais pas complètement incompétente. Prenez-vous des médicaments pour votre mémoire ? A-t-il demandé. Oui. Des vitamines que Chloé me donne. Savez-vous comment elles s'appellent ? Non, ce sont de petites pilules blanches. Je n'ai pas mentionné que je ne les prenais plus depuis des semaines. Est-ce qu'elles aident ? Je ne suis pas sûr. Je continue d'oublier des choses. Au bout d'une heure, il a fermé son dossier. C'est tout pour l'instant, Madame Morale. Vous avez été très coopérative. Il s'est levé pour partir, mais avant d'atteindre la porte, il s'est retourné. Votre fille m'a demandé de vous recommander d'envisager une résidence pour personnes âgées. Il y a de très bons endroits où ils peuvent mieux s'occuper de vous. Mon sang s'est glacé. Une maison de retraite. Bien sûr, s'ils me faisaient déclarer mentalement incompétente et m'enfermaient dans une institution, ils auraient un contrôle total sur ce qui restait de mes biens. C'était le plan parfait. Une maison, ai-je demandé d'une petite voix.
Pourquoi? Je suis bien ici. Votre fille s'inquiète pour votre sécurité. Vivre seul peut être dangereux pour quelqu'un dans votre état. Mais c'est ma maison, ai-je marmonné. Je comprends, mais parfois nous devons prendre des décisions difficiles pour notre propre bien. Après son départ, je suis restée assise dans mon salon, tremblante de rage. Il ne s'agissait plus seulement d'argent. Il voulait ma liberté, ma maison, ma vie. Il voulait m'effacer complètement pour avoir accès à tout ce que j'avais construit. J'ai appelé Betty immédiatement. Ils viennent me chercher, ai-je dit dès qu'elle a répondu. Qui? Un psychiatre. Chloé l'a envoyé pour me faire déclarer folle. Il y a eu un silence tendu. Qu'est-ce que tu vas faire? Je dois accélérer mes plans. Je ne peux plus attendre. Cette nuit-là, j'ai sorti tous les documents que j'avais gardés. Les relevés de mes nouveaux comptes bancaires, les copies des virements que j'avais effectués, les enregistrements vocaux que je faisais chaque jour, documentant tout. J'avais aussi les pilules que j'étais censé prendre, conservées dans un petit flacon comme preuve. Mais j'avais besoin de plus. J'avais besoin d'une preuve directe de leurs intentions. Un aveu, une conversation enregistrée, quelque chose qui ne pourrait être nié ni expliqué. Et j'avais une idée de la façon de l'obtenir. Le lendemain, j'ai appelé Chloé. Ma chérie, ai-je dit d'une voix tremblante. Je suis si confuse. Un médecin est venu hier, et je n'ai pas compris ce qu'il voulait. Ce n'est rien, maman. C'était juste un contrôle de routine. Vont-ils m'emmener à l'hôpital? Ce n'est pas un hôpital, maman. C'est un endroit où ils prendront mieux soin de toi que je ne le peux. Tu ne m'aimes plus? Ai-je demandé, en injectant autant de tristesse que possible dans ma voix. Bien sûr que je t'aime. Mais je ne peux plus m'occuper de toi comme tu en as besoin. C'est trop difficile pour moi. Ses paroles semblaient répétées, comme si elle avait pratiqué cette conversation. Quand est-ce qu'il m'emmène? Bientôt, maman. Kevin s'occupe des papiers. Et ma maison? Qui va s'occuper de ma maison? Ne t'inquiète pas pour ça. Nous nous occuperons de tout. Bien sûr, il s'en occuperait, en vendant ma maison et en gardant l'argent. Peux-tu venir me voir aujourd'hui? Ai-je demandé. Je veux te parler. Je ne peux pas aujourd'hui, maman. Je suis très occupé. S'il te plaît, Chloé. J'ai peur. Ma voix brisée a dû toucher quelque chose en elle car elle a soupiré. D'accord, je passerai dans l'après-midi, mais juste pour un petit moment. Elle est arrivée à 17h, accompagnée de Kevin comme toujours. Mais cette fois, ils ont apporté d'autres papiers. Maman, nous avons besoin que tu signes ça, a dit Kevin sans préambule. Qu'est-ce que c'est? C'est pour la maison où tu vas vivre. Ils ont besoin de ton autorisation pour l'admission. J'ai regardé les papiers. C'étaient des formulaires d'admission volontaire, mais je savais qu'une fois que je les aurais signés, il n'y aurait rien de volontaire dans mon séjour. Quand est-ce qu'il m'emmène? Demain, a répondu Chloé. Nous avons déjà payé le premier mois. Avec quel argent, ai-je demandé, feignant la confusion. Avec ton argent, maman. C'est pour ça que nous avions besoin d'accéder à tes comptes. C'était un autre mensonge. Mes comptes étaient vides. Donc, ils avaient dû payer avec leur propre argent, de l'argent qu'ils n'avaient pas et qu'ils espéraient récupérer de ma prétendue fortune cachée. Mais je n'ai pas d'argent, ai-je dit. Nous avons cherché et nous n'avons rien trouvé. Kevin s'est tendu. L'argent finira par apparaître, belle maman. Ces choses prennent du temps. Et s'il n'apparaît pas? Il apparaîtra, a-t-il insisté, mais sa voix semblait moins assurée. J'ai signé les papiers d'une main tremblante, m'assurant que ma signature paraissait moins ferme que sur les documents précédents. Tout devait sembler cohérent avec mon prétendu déclin mental. Puis-je emporter mes affaires, ai-je demandé. Juste le nécessaire, a répondu Chloé. Des vêtements, des articles de toilette. Tu n'auras pas besoin de grand-chose d'autre. Mes photos, peut-être une ou deux. La froideur dans sa voix m'a brisé le cœur. Elle était prête à me séparer même de mes souvenirs. Et si je veux partir? La maison a des règles, maman. Tu ne peux pas simplement partir seul dans ton état. Après leur départ, je savais que le moment était venu. Je ne pouvais plus attendre. Demain, ils viendraient me chercher,
m'emmèneraient dans une institution où je serais complètement à leur merci, et il serait alors impossible de prouver que tout avait été une imposture. J'ai appelé Betty. J'ai besoin que tu me rendes un service. Demain matin, avant qu'il n'arrive, je veux que tu viennes avec une caméra vidéo. Nous allons tout enregistrer. Tu es sûr? C'est risqué. C'est ma seule chance. S'il m'emmène dans cet endroit, tout est fini. Cette nuit-là, j'ai écrit une lettre adressée aux autorités expliquant toute la situation. Je l'ai signée de mon écriture la plus claire et l'ai datée soigneusement. J'ai également préparé tous mes documents bancaires, les pilules qu'il m'avait données et une chronologie détaillée de tout ce qui s'était passé. Si je devais tomber, je ne tomberais pas seul. Et si Chloé et Kevin pensaient pouvoir m'enfermer et tout voler, ils allaient découvrir qu'ils avaient gravement sous-estimé une femme qui avait survécu à 73 ans d'une vie difficile. La guerre était sur le point de commencer, et j'avais l'intention de la gagner. Le matin du jour où ils devaient m'emmener à la maison de retraite, je me suis réveillé avant l'aube. J'avais très peu dormi, mais mon esprit était plus clair que jamais. Je savais que les prochaines heures détermineraient le reste de ma vie. Soit je réussirais à exposer la vérité, soit je perdrais tout pour toujours. Betty est arrivée à 7 heures du matin avec une petite caméra vidéo qu'elle avait empruntée à sa petite fille. « Tu es sûr de ça ?» a-t-elle demandé en ajustant l'appareil. « C'est le seul moyen », ai-je répondu. « Si je ne documente pas ce qui se passe aujourd'hui, personne ne me croira plus tard. » Nous avons caché la caméra derrière des livres sur l'étagère du salon, dirigée vers le canapé où je savais qu'il me ferait asseoir pour parler. Betty resterait dans la cuisine, hors du champ de la caméra, mais où elle pourrait tout entendre. « Et s'ils la remarquent ?» a-t-elle demandé. « Ils ne la remarqueront pas. Ils sont tellement concentrés sur leur plan. Ils ne remarqueront rien d'autre. » À 9 heures précises, Chloé et Kevin sont arrivés avec une valise. « Bonjour, maman », a dit Chloé de cette fausse voix que je connaissais si bien. « Es-tu prête ?» Je m'étais habillé de ma plus vieille robe, une robe marron un peu trop grande pour paraître plus frêle. « Je crois que oui », ai-je répondu d'une petite voix. Bien que je ne comprenne toujours pas pourquoi je dois partir. Nous te l'avons déjà expliqué, maman, c'est pour ton bien. Kevin a inspecté la maison comme si elle était déjà la sienne. As-tu emballé tes médicaments? Quels médicaments? Ai-je demandé, feignant la confusion. Les vitamines que nous te donnons, a répondu Chloé avec un soupir. Elles sont dans la salle de bain. Elle est allée chercher les pilules et est revenue avec le flacon. Tu dois continuer à les prendre à la maison, a-t-elle dit. Elles sont très importantes pour ta santé. À quoi servent-elles exactement, ai-je demandé, en regardant directement la caméra cachée. J'avais besoin de sa réponse enregistrée. Pour ta mémoire, maman. Pour que tu n'ailles pas plus mal. C'était un mensonge si colossal que j'ai eu du mal à garder mon expression neutre. Ces pilules étaient exactement ce qui m'avait fait empirer. Et si je ne les prends pas, que se passe-t-il? Tu iras plus mal, a répondu Kevin. C'est pourquoi il est important que tu suives le traitement. Betty est sortie de la cuisine. Bonjour, a-t-elle dit avec un sourire forcé. Je suis venu dire au revoir à Eleanor. Chloé n'avait pas l'air heureuse de la voir, mais elle ne pouvait rien dire sans paraître impolie. Bonjour, Madame Gable. Oui, nous partons maintenant. Où l'emmenez-vous exactement, a demandé Betty, en gardant un ton décontracté. Dans un établissement spécialisé, a répondu Kevin. Un endroit où ils peuvent mieux s'occuper des personnes ayant des problèmes comme les siens. Quel genre de problème, a insisté Betty. C'était parfait. Elle les amenait à expliquer eux-mêmes leur faux diagnostic. Maman a la démence, a dit Chloé directement. Elle ne peut plus vivre seule. C'est dangereux pour elle. La démence? A répété Betty, feignant la surprise. Mais nous parlions hier et elle semblait bien. Les symptômes vont et viennent, a expliqué Kevin. C'est ce qui rend la chose si dangereuse. Et qui va s'occuper de la maison pendant son absence, a demandé Betty. Chloé et Kevin ont échangé un regard. Nous nous en occuperons, a-t-il répondu. Quelqu'un doit entretenir la propriété. Vous allez vous installer ici. Peut-être, a dit Chloé vaguement. Selon l'évolution de la situation de maman. Je savais exactement ce que cela signifiait. Une fois qu'il m'aurait enfermé, il vendrait ma maison et garderait l'argent. Tout était parfaitement planifié.
Et si je veux revenir, ai-je demandé d'une voix innocente. Puis-je revenir quand je veux? Cela dépendra des médecins, a répondu Kevin. Ils évalueront si vous êtes assez bien pour vivre seul. Autrement dit, jamais. Une fois à l'intérieur, ils s'assuraient que je n'en sorte jamais. Combien coûte la maison, a demandé Betty. C'était une question brillante. Kevin s'est crispé. Ça ne vous regarde pas, lui a-t-il dit froidement. Nous voulons juste savoir si Eleanor sera bien soignée, a insisté Betty. Bien sûr qu'elle le sera, a répondu Chloé. C'est un très bon endroit. Ça coûte $5 000 par mois. $5 000 par mois. Avec les comptes bancaires vides qu'ils avaient trouvés, où allaient-ils trouver cet argent chaque mois? Il était évident qu'ils s'attendaient soit à trouver mes véritables économies à un moment donné, soit ils prévoyaient de vendre ma maison rapidement. C'est beaucoup d'argent, a commenté innocemment Betty. Comment allez-vous payer? C'est déjà réglé, a répondu Kevin. Mais son malaise était évident. Maman a des ressources. Je croyais que vous aviez dit n'avoir trouvé aucun argent sur ses comptes, a dit Betty. Elle était parfaite pour poser ces questions embarrassantes. L'argent finira par apparaître, a insisté Kevin. Ces choses prennent du temps, sa frustration commençait à se voir. Et s'il n'apparaît pas? Il apparaîtra, a-t-il répété. Mais sa voix semblait moins convaincue. Je me suis levé lentement du canapé. Puis-je aller aux toilettes avant de partir? Bien sûr, maman, mais dépêche-toi. Nous ne voulons pas être en retard. Je suis allé à la salle de bain et j'en ai profité pour cacher un petit enregistreur vocal dans la poche de ma robe. Betty me l'avait procuré, et bien que la caméra capturait tout dans le salon, je voulais une sauvegarde audio pour toutes les conversations que je pourrais avoir en chemin. Quand je suis revenu, Kevin examinait les papiers que j'avais signés la veille. Tout est en ordre, a-t-il marmonné. Es-tu prête, m'a demandé Chloé. J'ai hoché la tête avec une résignation feinte. Je suppose que oui. Betty m'a serré dans ses bras à la porte. Prends soin de toi, m'a-t-elle murmuré à l'oreille. Tout va bien se passer, d'une voix normale, elle a ajouté. Je viendrai te rendre visite dès que je pourrai. Je ne pense pas qu'ils autorisent les visiteurs au début, a dit rapidement Kevin. Ça fait partie du processus d'adaptation. Bien sûr, ils n'autoriseraient pas les visiteurs. Ils ne pouvaient pas risquer que quelqu'un se rende compte que je n'avais pas réellement de démence. Même pas Betty, ai-je demandé tristement. C'est ma seule amie. Peut-être plus tard, a répondu Chloé sans conviction. Nous sommes montés dans la voiture de Kevin. Je me suis assise à l'arrière comme une prisonnière en transport. Pendant le trajet, ils ont parlé entre eux comme si je n'étais pas là. Tu penses que le docteur Evans confirmera le diagnostic, a demandé Chloé. Bien sûr, a répondu Kevin. Il a vu exactement ce qu'il devait voir. Et si quelqu'un remet en question son admission? Personne ne remettra rien en question. Nous avons tous les papiers légaux, l'évaluation psychiatrique, son consentement signé. C'est parfait. Leur confiance me rendait malade, mais elle me rassurait aussi. Ils étaient si sûrs de leur plan qu'ils ne prenaient aucune précaution. Combien de temps penses-tu qu'il faudra pour trouver l'argent, a demandé Chloé. Pas longtemps. Une fois qu'elle sera admise, nous pourrons fouiller la maison correctement. Nous pourrons aussi engager quelqu'un pour vérifier si elle a d'autres comptes bancaires. Et si elle n'a vraiment plus d'argent? Elle en a insisté Kevin. Une femme comme elle qui a travaillé toute sa vie et n'a jamais dépensé un sou doit avoir des économies quelque part. Nous sommes arrivés à la maison de retraite, un bâtiment blanc de 2 étages qui avait l'air propre mais froid. Un panneau à l'entrée indiquait « Résidence les Prairies Dorées, soins spécialisés pour les aînés ». Kevin s'est garé et nous sommes tous sortis. La directrice de la maison, une femme d'âge moyen en robe rose, nous a accueillis à l'entrée. Bonjour, famille morale. Je suis mademoiselle Thompson. Elle s'adressait principalement à Chloé et Kevin, me jetant à peine un regard. Avez-vous apporté toute la documentation? Tout est là, a répondu Kevin en lui tendant un dossier. L'évaluation psychiatrique, les formulaires de consentement, l'autorisation d'admission. Parfait. Et les médicaments? Voici ces vitamines, a dit Chloé en lui donnant le flacon de pilules. C'est très important qu'elle les prenne tous les jours. Bien sûr, notre personnel médical s'occupera de l'administration de tous les médicaments appropriés.
Mademoiselle Thompson m'a enfin regardé. Madame Morale, comment vous sentez-vous aujourd'hui? Confuse, ai-je répondu honnêtement. Je ne comprends pas vraiment pourquoi je suis ici. C'est normal, madame. Beaucoup de nos résidents se sentent comme ça au début, mais vous verrez. Vous vous sentirez bientôt comme chez vous. Son sourire professionnel n'atteignait pas ses yeux. Il était clair que pour elle, je n'étais qu'un numéro de plus, un autre paiement mensuel. Puis-je voir ma chambre, ai-je demandé. Bien sûr. La famille, souhaitez-vous l'accompagner? Oui, a répondu Chloé. Nous voulons nous assurer qu'elle est à l'aise. Nous avons parcouru un long couloir qui sentait le désinfectant. Les murs étaient peints d'un jaune pâle qui se voulait gai, mais qui me paraissait simplement déprimant. Ma chambre était petite et spartiate. Un lit simple, une petite armoire, une chaise près de la fenêtre. C'est ici que je vais vivre, ai-je demandé. C'est temporaire, maman, m'a assuré Chloé. Juste jusqu'à ce que tu te sentes mieux. Mais je savais que pour elle, mieux signifiait morte. Mademoiselle Thompson a expliqué les règles de l'endroit. Horaires stricts pour les repas, médicaments administrés par les infirmières, interdiction de sortir sans autorisation médicale, visites limitées et surveillées. C'était une prison déguisée en maison. Quand pouvez-vous partir, ai-je demandé, feignant la tristesse. Nous partons maintenant, maman, a répondu Chloé. Mais elle semblait soulagée de pouvoir me déposer. Nous viendrons te rendre visite bientôt. Je savais que c'était un mensonge. Je les ai regardés partir depuis la fenêtre de ma chambre. Dès que leur voiture a disparu, j'ai sorti l'enregistreur que j'avais caché et j'ai vérifié qu'il avait enregistré toute la conversation du voyage. Tout était là, chaque mot incriminant. Maintenant, je devais trouver un moyen de sortir de là et d'utiliser toutes les preuves que j'avais rassemblées. Mais cela devrait attendre. D'abord, je devais observer, apprendre les routines de l'endroit et trouver le moment parfait pour agir. Ma vengeance ne faisait que commencer. Ma première nuit à la résidence Les Prairies Dorées a été un cauchemar silencieux. J'étais allongé dans ce lit étranger, écoutant les gémissements et les murmures des autres résidents à travers les murs fins. Certains avaient clairement une véritable démence. D'autres étaient simplement abandonnés par des familles qui ne voulaient plus d'eux. Mais je n'étais ni l'un ni l'autre. J'étais une prisonnière de ma propre fille. À 6 heures du matin, une infirmière est entrée sans frapper. « Bonjour, Madame Morale. L'heure de vos médicaments. » C'était une jeune femme en uniforme blanc avec une expression ennuyée. Elle m'a tendu une petite coupelle en plastique avec les pilules que Chloé avait apportées. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé, maintenant ma comédie de confusion. « Vos vitamines pour la mémoire » a-t-elle répondu automatiquement. « Ouvrez. » Je n'avais pas le choix. Elle a placé les pilules sur ma langue et m'a donné de l'eau, en regardant pendant que j'avalais. Mais j'avais perfectionné la technique pendant des semaines. Je les ai gardées sous ma langue jusqu'à ce qu'elles partent, puis je les ai recrachées dans une serviette en papier. Le petit déjeuner était dans une grande salle à manger avec des tables rondes. Je me suis assise avec 3 autres résidents qui semblaient perdus dans leur propre monde. Une femme nommée Martha marmonnait constamment à propos de ses enfants qui ne venaient jamais la voir. Un homme plus âgé nommé Frank se plaignait qu'on lui avait volé son portefeuille, bien qu'il soit clair qu'il ne se souvenait pas où il l'avait mis. « Vous êtes nouvelle ?» m'a demandé une femme aux cheveux gris qui semblait plus alerte que les autres. Elle s'appelait Isabelle, et elle était dans l'établissement depuis 2 ans. « Oui, je suis arrivée hier », ai-je répondu. « Pourquoi êtes-vous ici ? » Ma famille dit que j'ai des problèmes de mémoire. Ah, comme nous tous. Isabelle a soupiré. Au début, je protestais aussi, mais je m'y suis habitué maintenant. Ces paroles m'ont glacé le sang. Combien de personnes dans cet endroit étaient là contre leur gré? Combien avaient été déclarées incompétentes par des familles avides? Votre famille vous rend-elle visite, lui ai-je demandé. Ils le faisaient au début, mais ils ne viennent presque plus. Ils disent que je suis trop loin, que je ne les reconnais pas, mais Isabelle semblait parfaitement lucide. Au cours des jours suivants, j'ai établi une routine. Le matin, je faisais semblant de prendre mes médicaments, je prenais mon petit déjeuner en silence, puis je passais du temps dans la salle commune à observer. L'après-midi, je m'asseyais dans ma chambre pour planifier mon évasion, car c'était exactement ce que je devais faire, m'évader. Le problème était que la résidence Les Prairies Dorées avait des mesures de sécurité strictes. Les portes principales étaient verrouillées par un code.
Il y avait des caméras dans les couloirs et le personnel faisait des comptages réguliers des résidents. Toute tentative d'évasion serait remarquée immédiatement. Mais j'avais un avantage. Personne ne se doutait. Mon esprit était parfaitement clair. Alors que tout le monde me croyait démente, je pouvais observer, planifier et calculer sans que personne ne s'en rende compte. C'était comme être invisible dans ma propre vengeance. Le 5e jour, j'ai reçu une visite inattendue. C'était le docteur Evans, le psychiatre qui m'avait évalué chez moi. « Bonjour, Madame Morale. Comment vous adaptez-vous ? Je n'aime pas être ici, lui ai-je dit. Honnêtement, je veux rentrer chez moi. Je comprends que c'est difficile, mais c'est le meilleur endroit pour vous en ce moment. » Il s'est assis en face de moi avec son carnet. « Avez-vous pris vos médicaments ? » Je crois que oui. Les infirmières me les donnent. Avez-vous remarqué une amélioration de votre mémoire ? Je ne me souviens pas, ai-je répondu. Et ce n'était pas un mensonge. Je ne me souvenais de rien d'anormal car je n'avais jamais eu de vrais problèmes de mémoire. Votre fille a demandé de vos nouvelles. Elle est très inquiète pour vous. Chloé a demandé de mes nouvelles. Mon cœur s'est accéléré. Peut-être qu'il y avait une partie d'elle qui m'aimait encore. Oui. Elle veut savoir si vous répondez bien au traitement. Quand peut-elle venir me rendre visite ? Cela dépend de votre stabilité émotionnelle. Les visites familiales peuvent parfois être perturbatrices pour les patients dans votre état. C'était un mensonge. Chloé ne voulait pas me voir parce qu'elle avait peur que je dise quelque chose d'inconvenant. Et le médecin était complice pour me maintenir isolé. Combien de temps vais-je rester ici, ai-je demandé. C'est difficile à prédire. Votre état est progressif, Madame Morale. Il est possible que ce soit votre domicile permanent maintenant. Domicile permanent ? Les mots ont résonné dans ma tête après son départ. Il voulait que je meure ici, oublié et seul, pendant qu'il profitait de mon héritage. Mais ils avaient eu tort de me sous-estimer. Cette nuit-là, j'ai fait semblant de dormir lorsque l'infirmière de nuit a fait sa ronde. Une fois qu'elle est passée, je me suis levé silencieusement et je suis allé à la fenêtre de ma chambre. J'étais au 2e étage, mais il y avait une descente pluviale juste à côté. C'était risqué, mais pas impossible. Je suis retourné à mon lit et j'ai commencé à planifier mon évasion pour le petit matin. Mais d'abord, je devais faire autre chose. J'ai sorti le petit téléphone portable que j'avais réussi à cacher dans mes sous-vêtements depuis le premier jour. C'était un vieil appareil que j'avais acheté il y a des années et que personne ne savait que j'avais. J'ai appelé Betty, en gardant ma voix très basse. « Éléanore, mon Dieu, tu vas bien ? Je ne peux pas parler longtemps, ai-je chuchoté. J'ai besoin de ton aide. Demain à 3 heures du matin, viens me chercher dans la ruelle derrière la maison. Je sors par la fenêtre. Tu es folle ? Tu vas te tuer. C'est ma seule chance. Si je reste ici, il gagne. Que veux-tu que je fasse après t'avoir récupéré ? Emmène-moi chez Marc. Il peut m'aider avec l'aspect juridique. J'ai toutes les preuves dont j'ai besoin pour les démasquer. Betty a accepté, bien que je puisse entendre la peur dans sa voix. J'ai raccroché et me suis préparé pour la nuit la plus importante de ma vie. À 2h30 du matin, je me suis habillé de mes vêtements les plus sombres et j'ai noué mes draps pour en faire une corde de fortune. C'était risqué, mais j'avais grimpé des obstacles pires dans ma jeunesse. J'ai ouvert la fenêtre lentement, en essayant de ne pas faire de bruit. L'air froid du matin m'a frappé le visage. J'ai regardé en bas et j'ai calculé la distance. C'était faisable, mais je devais être prudente. Un faux mouvement et tout se terminerait mal. J'ai attaché une extrémité de ma corde de drap au radiateur de la chambre et j'ai laissé tomber l'autre par la fenêtre. Elle n'atteignait pas le sol, mais elle m'amenait assez près pour utiliser la descente pluviale pour le reste de la descente. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé à descendre. Mes mains de 73 ans se sont agrippées au drap avec une force que je ne savais pas que j'avais encore. Pied par pied, main après main, j'ai descendu le côté du bâtiment comme une fugitive dans la nuit. Lorsque j'ai atteint la fin de ma corde de fortune, j'ai réussi à m'agripper à la descente pluviale. Elle était froide et glissante, mais j'ai réussi à glisser le reste du chemin jusqu'au sol. Mes jambes ont tremblé lorsque j'ai touché la terre ferme, mais je l'avais fait. J'ai couru vers la ruelle arrière où Betty m'attendait dans sa vieille voiture. « Je n'arrive pas à croire que tu l'aies fait », a-t-elle chuchoté alors que je montais sur le siège passager.
Partons avant qu'il ne s'en rende compte, lui ai-je dit. Nous avons roulé en silence pendant plusieurs minutes. Je vérifiais constamment le rétroviseur, m'attendant à voir les lumières d'une voiture de patrouille nous poursuivre, mais il n'y avait personne. Mon évasion avait réussi. Où allons-nous ? A demandé Betty. Chez Marc. Il habite en périphérie de la ville. Pendant le trajet, je lui ai raconté tout ce qui s'était passé à la maison, les pilules forcées, l'isolement, la conversation avec le médecin. C'est une conspiration complète, ai-je marmonné. Ils sont tous impliqués. Nous sommes arrivés chez Marc à 4 heures du matin. Nous avons dû le réveiller, mais quand je lui ai expliqué la situation, il nous a fait entrer immédiatement. C'est très grave, a-t-il dit après avoir entendu mon histoire. Nous parlons de plusieurs crimes. Maltraitance de personnes âgées, fraude, administration de substances non autorisées, séquestration illégale. Que puis-je faire, lui ai-je demandé. D'abord, nous allons documenter officiellement tout. Ensuite, nous allons déposer des plaintes pénales et civiles. Mais nous devons agir vite. Dès qu'ils se rendront compte que vous vous êtes échappé, ils essaieront de brouiller les pistes. Marc avait raison. Dans quelques heures, ils découvriraient probablement mon absence à la maison. Chloé et Kevin paniqueraient en réalisant que leur victime parfaite avait disparu. Mais cette fois, j'étais prête pour la bataille. J'ai sorti tous les documents que j'avais gardés. Les enregistrements, les pilules comme preuve, les papiers de banque, la chronologie des événements. J'ai tout ce dont nous avons besoin, ai-je dit à Marc. Maintenant, il nous suffit d'utiliser tout cela pour les détruire. Nous allons faire plus que les détruire, a répondu Marc avec un sourire sinistre. Nous allons nous assurer qu'ils paient pour chaque jour de souffrance qu'ils vous ont causé. Ma vengeance était sur le point de commencer officiellement. À 7 heures du matin, le téléphone de Marc a sonné avec insistance. C'était exactement ce que nous attendions. Bonjour, a-t-il répondu d'une voix professionnelle. Oui, c'est l'avocat d'Eleanor Morale. Je pouvais entendre la voix hystérique de Chloé à l'autre bout du fil, mais pas les mots exacts. Je comprends votre inquiétude, a poursuivi Marc, en gardant un ton calme. Oui, je suis au courant que Madame Morale a quitté la résidence. En fait, elle est ici avec moi en ce moment. Il y a eu un silence tendu, puis des cris plus forts. Non, ce n'était pas un enlèvement. Elle est venue de son plein gré. Il m'a tendu le téléphone. Elle veut te parler. J'ai pris une profonde inspiration avant de prendre l'appel. Bonjour, Chloé. Maman, où es-tu? Nous sommes désespérés. La maison nous a appelés en disant que tu avais disparu. Sa voix semblait sincèrement inquiète, mais je n'étais plus dupe de ses performances. Je vais bien, ma chérie. Je suis là où je dois être. Mais maman, tu t'es échappée par une fenêtre. Tu aurais pu te tuer. Pourquoi ferais-tu ça? Parce que je ne voulais plus être enfermé dans cet endroit. Ma voix était ferme, sans aucune trace de la confusion que j'avais feinte pendant des semaines. Il y a eu une pause. Je pouvais entendre Kevin parler rapidement en arrière-plan. Maman, tu es confuse. Tu dois retourner à la maison pour qu'il puisse prendre soin de toi correctement. Je ne suis pas confuse, Chloé. En fait, je n'ai jamais été aussi lucide de ma vie. Que veux-tu dire? Sa voix avait changé. Elle ne semblait plus inquiète. Elle semblait nerveuse. Je veux dire, je sais exactement ce que vous me faisiez. Les pilules, la manipulation, le vol. Silence complet à l'autre bout. Je ne sais pas de quoi tu parles, maman. Bien sûr que si. Je sais pour les médicaments que vous me donniez pour me faire croire que j'avais la démence. Je sais que vous vouliez voler mes économies. Et je sais que vous aviez prévu de me laisser enfermer dans cette maison jusqu'à ma mort. Chaque mot était comme un marteau frappant un clou. Maman, tu délires. Tu as besoin d'une aide médicale urgente. Mais sa voix tremblait. La seule qui a besoin d'aide, c'est toi, Chloé, parce que ce que tu m'as fait est un crime fédéral. Je n'ai rien fait de mal. J'essayais juste de prendre soin de toi. J'ai rendu le téléphone à Marc. Mademoiselle Chloé, c'est l'avocat Marc Gable. Je représente légalement votre mère. Je vous suggère de venir à mon bureau cet après-midi à 15 heures pour discuter de cette situation civilement. Je pouvais entendre des protestations de l'autre côté. Oui, votre mère a une représentation légale maintenant. Et oui,
nous sommes pleinement conscients des implications criminelles de ce qui s'est passé. Après avoir raccroché, Marc m'a regardé avec un sourire. Il panique. C'est bon pour nous. Penses-tu qu'ils viendront? Ils viendront. Ils n'ont pas le choix. S'ils ne le font pas, nous déposons les plaintes pénales immédiatement. Nous avons passé la matinée à préparer notre dossier. Marc avait contacté un laboratoire pour analyser les pilules qu'il m'avait données. Il avait également organisé la venue d'un médecin indépendant pour m'examiner afin de confirmer que je n'avais ni démence ni aucun autre problème cognitif. Le docteur Peterson vient à 11 heures, a expliqué Marc. Il fera une évaluation complète de votre état mental. Nous avons besoin d'une documentation officielle attestant que vous êtes parfaitement compétente. Et si le docteur Evans dit le contraire? Le docteur Evans va avoir beaucoup de questions à répondre. Son évaluation était clairement frauduleuse. Le docteur Peterson est arrivé ponctuellement. C'était un homme plus âgé aux cheveux blancs et à la présence apaisante. Madame Morale, je comprends que vous avez traversé une situation très difficile. Il m'a examiné pendant 2 heures, me posant des questions sur mon histoire personnelle, ma mémoire, ma capacité de raisonnement. Vos fonctions cognitives sont tout à fait normales, m'a-t-il informé à la fin. Il n'y a aucune preuve de démence, de détérioration mentale ou de toute condition qui affecterait votre capacité à prendre des décisions. Ces paroles étaient de la musique à mes oreilles. Pouvez-vous mettre cela par écrit? Bien sûr. Je vais préparer un rapport détaillé. À 14h30, Betty est arrivée avec plus de preuves. Elle avait surveillé ma maison et avait pris des photos de Chloé et Kevin entrant et sortant avec des boîtes. Ils sortent des choses, m'a-t-elle informé. Je pense qu'ils essaient de vendre vos affaires avant que vous ne reveniez. Parfait, a dit Marc. Cela nous donne plus de preuves de leur intention criminelle. Il a examiné les photos que Betty avait prises. Cela montre clairement qu'ils pillent votre propriété sans autorisation. À 15 heures précises, Chloé et Kevin sont arrivés au bureau de Marc. J'ai regardé par la fenêtre alors qu'ils sortaient de leur voiture. Chloé avait l'air terrible, avec des cernes sous les yeux et les cheveux en désordre. Kevin marchait avec cette démarche agressive qui m'avait toujours mise mal à l'aise. Ils sont entrés en trombe dans le bureau. « Où est ma mère » a demandé Chloé sans saluer. « Elle est ici dans la salle de conférence » a répondu Marc calmement. « Elle va bien. Elle va parfaitement bien. En fait, elle va mieux qu'elle ne l'a été depuis des mois. » Quand ils sont entrés dans la salle de conférence et m'ont vu assise là, complètement lucide et alerte, leur visage était un spectacle. La surprise dans les yeux de Chloé était authentique. C'était comme si elle voyait un fantôme. « Maman, tu as l'air différente. » « J'ai l'air comme j'ai toujours été, Chloé. Je ne fais juste plus semblant d'être confuse. » Kevin est allé droit au but. « Je ne comprends pas ce qui se passe ici, mais ma belle-mère a un cas diagnostiqué de démence. Elle doit retourner à la maison immédiatement. »« Votre belle-mère n'a pas de démence ?» a répondu Marc en posant le rapport du docteur Peterson sur la table. Voici l'évaluation médicale indépendante qui le confirme. Kevin a lu le document avec une panique croissante. C'est impossible. Le docteur Evans a confirmé le diagnostic. Le docteur Evans va devoir expliquer comment il est arrivé à un diagnostic aussi erroné, a dit froidement Marc. Chloé, ai-je dit, en regardant directement ma fille. Sais-tu ce qu'il y avait vraiment dans ces vitamines que tu me donnais? Son visage est devenu pâle. C'était des vitamines normales, maman. Non, ce n'était pas le cas. Nous les faisons analyser dans un laboratoire indépendant. Bientôt, nous saurons exactement quelle substance vous m'administriez à mon insu. C'est ridicule, a interjeté Kevin. Vous embrouillez une vieille femme malade. La seule confuse ici, c'était moi, ai-je répondu. Confuse parce que je vous ai fait confiance. Confuse parce que je croyais que ma propre fille m'aimait. Marc a ouvert un dossier et en a sorti plusieurs documents. Nous avons des preuves de multiples crimes, administration non autorisée de substances, maltraitance de personnes âgées, fraude, séquestration illégale, vol. Chaque mot était comme une gifle. Vol, a protesté Chloé. Nous n'avons jamais rien volé. Ah vraiment? Et ces photographies de vous en train de retirer mes biens de ma maison? Marc a placé les photos que Betty avait prises sur la table. Que faisiez-vous exactement? Kevin s'est levé brusquement. Nous n'avons pas à écouter ça. Allons-y, Chloé.
Mais Chloé n'a pas bougé. Elle fixait les photographies avec un air d'horreur, comme si elle réalisait seulement maintenant ce qu'ils avaient fait. « Asseyez-vous, monsieur », a ordonné Mark à Kevin, « parce que j'ai autre chose à vous montrer. » Il a placé un petit lecteur audio sur la table. C'est un enregistrement de la conversation que vous avez eue dans la voiture en route vers la maison de retraite. Il a appuyé sur play et la voix de Kevin a rempli la pièce. Une fois qu'elle sera admise, nous pourrons fouiller la maison correctement. Nous pourrons aussi engager quelqu'un pour vérifier si elle a d'autres comptes bancaires. Le visage de Kevin est devenu rouge de fureur. « Où avez-vous eu ça ?» a-t-il rugi. « C'est une violation de la vie privée. Votre belle-mère avait tout à fait le droit d'enregistrer des conversations la concernant, a répondu Mark, surtout lorsque ces conversations révélaient des plans criminels. Chloé a finalement parlé, mais sa voix n'était qu'un murmure. « Maman, je ne voulais pas. Kevin m'a dit que c'était le seul moyen. » « Le seul moyen de quoi ?» ai-je demandé. « De me voler ? De détruire ma vie ? Ce n'était pas mon idée, a-t-elle soudainement crié. C'était toute son idée. Je ne voulais pas te faire de mal. Kevin l'a regardé furieusement, mais le mal était fait. Elle venait d'avouer. Tais-toi, Chloé, lui a grogné Kevin. Mais il était trop tard. Les mots étaient déjà sortis. Il m'a dit que c'était le seul moyen d'obtenir de l'argent rapidement, a poursuivi Chloé, les larmes coulant sur ses joues. Il a dit que tu ne t'en rendrais même pas compte. Mark a souri. Il venait d'obtenir un aveu complet. Je pense que nous avons tout ce dont nous avons besoin, a-t-il dit. Voulez-vous résoudre cela civilement, ou préférez-vous que nous portions des accusations criminelles? La guerre était terminée et j'avais gagné. La confession de Chloé a tout changé dans cette salle de conférence. J'ai regardé Kevin la regarder avec une haine qu'il n'avait jamais montrée aussi ouvertement auparavant. Son plan parfait s'était complètement effondré et maintenant sa propre femme l'avait trahi. Idiote, lui a-t-il sifflé entre ses dents. Tu viens de tout gâcher. C'était déjà gâché, ai-je répondu avant que Chloé ne puisse parler. Dès le moment où vous avez décidé de droguer une vieille femme pour lui voler ses économies. Ma voix était plus forte qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais complètement moi-même. Mark a éteint l'enregistreur et s'est adossé à sa chaise. Eh bien, maintenant que nous avons un aveu enregistré, nous pouvons procéder de deux manières. Nous pouvons aller directement au procureur avec toutes ces preuves, ou nous pouvons parvenir à un accord qui vous gardera tous les deux hors de prison. Kevin s'est levé violemment, renversant sa chaise. C'est de l'extorsion. Non, monsieur. C'est la justice, a répondu calmement Mark. Votre belle-mère a le droit de demander une compensation pour les dommages que vous avez causés. Quel genre d'accord, a demandé Chloé, la voix brisée. Ses larmes semblaient sincères, mais elles ne m'émouvaient plus. Elle avait versé trop de fausses larmes devant moi pour que je croie à son remords. Premièrement, a dit Mark, vous rendrez tout ce que vous avez pris de la maison de Madame Morale. Chaque objet, chaque document, chaque centime. Nous n'avons pas pris d'argent, a protesté Kevin. Parce qu'il n'y avait pas d'argent à prendre, ai-je répondu avec un sourire. Vous vous demandez où sont mes vraies économies? L'expression de Kevin a confirmé qu'ils espéraient toujours trouver mon argent quelque part. Mes économies sont parfaitement en sécurité sur des comptes que vous ne pourrez jamais toucher. Son visage s'est tordu de rage. Ou. Cela ne vous concerne plus. Deuxièmement, a poursuivi Mark, vous signerez une confession complète de vos actes, admettant l'abus, la manipulation et la tentative de fraude. Et troisièmement, a demandé Chloé. Troisièmement, vous indemniserez Madame Morale pour les dommages émotionnels et les frais de justice. Combien? 50 000 $, a répondu Mark. C'était une somme importante, mais pas impossible à obtenir pour eux. Nous n'avons pas ce genre d'argent, a crié Kevin. Alors vous devrez le trouver, ai-je dit froidement. Tout comme vous aviez l'intention de le faire avec le mien. Et si nous acceptons tout ça, a demandé Chloé. Alors nous ne portons pas d'accusation criminelle, a répondu Mark. Mais il y a une condition de plus. Il a posé une ordonnance restrictive sur la table. Vous ne devez plus avoir aucun contact avec Madame Morale. Jamais. Pas d'appel, pas de visite, aucun contact de quelque nature que ce soit. L'expression de Chloé s'est complètement effondrée. Jamais plus? Je ne peux même plus parler à ma mère?
Vous avez perdu ce droit lorsque vous avez décidé de m'empoisonner, ai-je répondu. Une fille capable de droguer sa propre mère pour la voler n'est pas vraiment une fille. Maman, s'il te plaît. Ne m'appelle pas maman. Tu n'as plus le droit de m'appeler ainsi. Les mots sont sortis avec une froideur qui m'a surprise moi-même. Mais c'était nécessaire. Je devais couper tous les liens avec ces personnes qui avaient essayé de détruire ma vie. Kevin a finalement parlé, la voix pleine de venin. Ça ne va pas en rester là, vieille femme. Nous trouverons un moyen de... De quoi, les jeux interrompus? De me faire plus de mal? D'essayer de me tuer? Parce que c'est ce que vous faisiez, n'est-ce pas? Vous me tuiez lentement. Ce n'était pas notre intention, a commencé à dire Chloé. Bien sûr que si, c'était votre intention. Vous vouliez que je meure confuse et seule dans cette maison pour pouvoir prendre tout ce pour quoi j'avais travaillé pendant 73 ans. Ma voix s'est élevée, toute la rage refoulée sortant enfin. Vous avez 1 heure pour décider, a annoncé Marc. Soit vous acceptez l'accord, soit nous portons plainte cet après-midi. Il s'est levé et a ouvert la porte de la salle de conférence. Vous pouvez utiliser la salle d'attente pour en discuter. Après leur départ, je suis resté assise en silence pendant plusieurs minutes. C'était fini. Après des semaines de terreur, de manipulation et d'humiliation, j'étais enfin en contrôle de la situation. Mais la victoire avait un goût doux amer. J'avais gagné, mais j'avais perdu ma fille dans le processus. Tu vas bien? A demandé Betty en me prenant la main. Je vais mieux que bien, ai-je répondu. Je suis libre. Penses-tu qu'ils accepteront l'accord? Ils n'ont pas le choix. Kevin est un lâche, et Chloé a trop peur pour risquer d'aller en prison. 45 minutes plus tard, ils sont revenus dans la salle de conférence. Les yeux de Chloé étaient rouges d'avoir pleuré et Kevin avait l'air vaincu. Nous acceptons, a-t-il marmonné, toutes les conditions. Marc avait préparé tous les documents. Ils ont signé la confession complète, l'accord de restitution et l'ordonnance restrictive. Ils se sont également engagés à rendre tous mes objets personnels d'ici la fin de la semaine. L'argent, a demandé Marc. Nous l'obtiendrons, a répondu Kevin. Nous avons 1 semaine, n'est-ce pas? 1 semaine exactement. Sinon, nous déposons les plaintes automatiquement. Quand ils ont fini de tout signer, Chloé m'a regardé une dernière fois. Maman. Éléanore, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien à dire. Les excuses n'allaient pas effacer ce qu'ils m'avaient fait. Ils sont partis sans un mot de plus. Je les ai regardés par la fenêtre monter dans leur voiture et s'éloigner. C'était la dernière fois que je les verrais. Et étrangement, cela ne m'a pas causé de tristesse, seulement du soulagement. 1 semaine plus tard, j'ai reçu un chèque de 50 000 $. J'ai aussi récupéré tous mes biens, y compris les bijoux que Kevin avait essayé de vendre. L'analyse du laboratoire a confirmé que les vitamines contenaient des sédatifs et des médicaments pouvant causer une confusion à long terme et une perte de mémoire. Je suis retourné dans ma maison, qui me semblait à nouveau vraiment la mienne. Betty m'a aidé à tout réarranger et à changer les serrures. « Tu ne te sens pas seul ?» m'a-t-elle demandé. « Pas du tout », ai-je répondu. « Je me sens en paix. » 1 mois plus tard, j'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais jamais envisagé auparavant. J'ai fait don de la moitié de l'argent de l'indemnisation à une organisation qui aide les victimes de maltraitance des personnes âgées. Il y a beaucoup de gens comme moi, ai-je expliqué au directeur de l'organisation. Des gens qui n'ont pas la chance de découvrir à temps ce qu'on leur fait. J'ai aussi complètement changé mon testament. J'ai légué ma maison et mes économies à des organisations caritatives et à Betty, qui avait été plus une famille pour moi que ma propre fille. Chloé et Kevin ne recevraient pas un seul centime. 6 mois plus tard, j'ai appris par les journaux que Kevin avait été arrêté pour avoir escroqué d'autres personnes âgées. Apparemment, ce qu'il m'avait fait n'était pas un cas isolé. Il menait une combine pour voler des personnes âgées depuis des années. Chloé avait demandé le divorce immédiatement. Cette nouvelle a confirmé que j'avais pris la bonne décision. Je n'avais pas seulement sauvé ma propre vie, mais j'avais aidé à démasquer un criminel qui faisait du mal à d'autres personnes vulnérables. Maintenant, assise dans mon jardin les après-midi, arrosant les roses que mon mari a plantées il y a tant d'années, je me sens complètement en paix. J'ai perdu une fille, mais j'ai retrouvé ma dignité, ma liberté et ma vie. Parfois, Betty me demande si Chloé me manque.
La réponse est compliquée. La petite fille que j'ai élevée me manque, la jeune femme qui a obtenu son diplôme universitaire grâce à mes sacrifices. Mais cette personne n'existe plus.